Alors on démarre donc un cours sur le champ magnétique statique. Donc on va voir essentiellement comment un champ magnétique est engendré par un courant et comment est-ce qu'un champ magnétique agit sur un courant. Alors notion d'abord de champ magnétique. Je vais mettre en rouge. Voilà, donc alors ce champ magnétique il apparaît à travers une force qu'on appelle la force de Lorentz. Alors la force de Lorentz c'est comment dirais-je, une espèce de généralisation entre guillemets de la force de Coulomb. Alors force de Coulomb que je rappelle ici, mais on ne servira pas explicitement dans ce cours. Alors je l'ai peut-être posé sur une forme un petit peu compliquée. Alors ça permettra quand même bien différencier les deux, et surtout les situations dans lesquelles l'une se rencontre et l'autre se rencontre. Alors on se place dans un référentiel, donc il y a un grand R, dans lequel on a un porteur de charge qui est fixe. Voilà, ça c'est important. Donc ce porteur de charge, il est placé en M0, et sa charge c'est Q0. Ce porteur, je peux l'appeler M0, comme on veut. Et puis j'ai un autre porteur de charge, qu'on appelle quelquefois une charge d'épreuve, qui peut être fixe ou mobile, donc qui est placé en M, mettons à l'instant T, et puis sa charge c'est Q. Donc je veux dire que la particule M0, la particule placée en M0, exerce donc sur M, sur la particule placée en M, la force de Coulomb, donc qui dans le vide se lie de la manière suivante. Alors on a ce préfacteur ici, que vous avez peut-être appelé K jusqu'à présent, qui s'écrit normalement 1 sur 4 pi epsilon 0. Enfin, il n'empêche que sa valeur c'est toujours 9 puissance 9. Ici, donc j'ai la valeur du champ, donc c'est le produit des charges divisé par la distance qui sépare les deux charges au carré. Et puis ici, donc le vecteur unitaire qui va d'une charge vers l'autre. Bon, je l'ai écrit comme ça, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais l'avantage, c'est que cette formule, elle me donne en fait le vecteur unitaire qui va forcément de M0 vers M. Puisque, alors, si vous prenez le module de ce vecteur, d'accord, ou la norme de ce vecteur, donc la norme de lambda U, c'est valeur absolue de lambda, norme de U. Donc ici, ce qui joue le rôle de lambda, c'est 1 sur norme de M0M. Donc, en appliquant cette formule, si je prends la norme de ça, ça me fait norme de M0M sur norme de M0M, ça me fait 1. D'accord? Donc en fait, voilà ce que ça donne. Si on prend ici, on prend M0, ici M. Voilà, donc ce vecteur un petit peu compliqué, c'est le vecteur unitaire qui va forcément de M0 vers M. Voilà, d'accord? Donc c'est une manière d'être sûr du sens de F en l'occurrence, dans l'écriture. Voilà. Donc ici, cette force, donc force de Coulomb. Alors de la force de Coulomb, on déduit le champ électrique, puisque donc s'il y a une force de Coulomb qui s'exerce sur une charge, si je divise cette force de Coulomb par la charge, je trouve le champ électrique au point M. Voilà. On retrouve à ce moment-là que si le produit des charges ici est positif, à ce moment-là, donc les charges se repoussent. Et on voit bien que la force à ce moment-là, elle est dans le sens de M0M. Donc la force F, elle est bien comme ça. Donc la particule M est bien repoussée par la particule M0. Et si le produit des charges est négatif, à ce moment-là, cette force est dans le sens opposé et les forces s'attirent. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle le champ électrique ou champ électrostatique en M. Et epsilon 0, ça porte le nom un petit peu compliqué de permittivité électrostatique du vide. Voilà. Alors, la force de Lorentz, elle va se rencontrer dans le cas suivant. On a toujours un référentiel galiléen grand R. On a un porteur de charge, cette fois-ci mobile, contrairement au cas précédent, donc M0, Q0. Et un autre porteur de charge, une charge d'épreuve fixe ou mobile, MQ. Et en fait, d'une manière générale, M0 exerce sur M, non pas la force de Coulomb, mais d'une manière générale, la force de Lorentz. Alors cette force de Lorentz, comment elle s'écrit? Donc j'ai mis F indice L, donc elle s'exerce au point M sur la charge donc placée en M de valeur Q à l'instant T. Donc on retrouve ici Q fois E, on retrouve quelque chose, ça c'est le champ électrique, d'accord? Donc on retrouve un terme ici de la loi précédente, terme de Coulomb, mais il y a un terme supplémentaire qui se rajoute. D'accord? Alors, c'est assez un petit peu étonnant, c'est-à-dire que, donc cette charge mobile ici, M0, engendre un champ magnétique, d'accord? Et ce champ magnétique, il va agir sur la charge M, dans la mesure où sa vitesse est non nulle, puisque, la force de Lorentz dépend de la vitesse de la particule sur laquelle elle s'exerce. C'est quand même assez étonnant. On vient en plus un truc un petit peu compliqué qui est ce produit vectoriel, mais enfin, voilà. Donc, la charge, M0M est mobile, elle engendre un champ magnétique, et ce champ magnétique ne peut se mesurer que sur une charge elle-même en mouvement. Voilà. Donc ce champ E, c'est le champ électrique à l'instant M à l'instant T.
Bon, est-ce que c'est l'expression qui est là-haut? C'est pas nécessaire, hein. Ça peut être plus compliqué le champ électrique. Bon, on peut admettre que c'est ça si vous voulez. Ici, V de M dans R à l'instant T, bon, c'est la vitesse de M dans R, et ce B ici, hein, voilà, c'est le champ magnétique à l'instant T et au point B. Voilà, d'accord. Donc, conclusion, hein, la charge mobile engendre un champ supplémentaire, c'est le champ magnétique B. Voilà, donc alors, évidemment, on ne va pas prendre un seul électron hein, pour fabriquer nos champs magnétiques. Donc, de manière générale, le champ magnétique est engendré par des charges mobiles. D'accord. Donc, dans ce cours, qu'est-ce qu'on va prendre comme charge mobile? C'est facile, on va prendre celle qu'on sait engendrer. Hein. On va prendre des charges mobiles, des électrons circulant dans des conducteurs fixes. Hein. Donc, on retrouve un électrocinétique hein, en régime permanent ou en régime lentement variable, ce qu'on a vu jusqu'à présent en élec. Hein. Dans les deux cas, hein, le champ électrique en fait est nul. Bon, parce que là, ici, les conducteurs sont électriquement neutres. Hein. On l'a dit au début de l'année. Hein. Un conducteur électrique, même parcouru par un courant, reste électriquement neutre. Il y a autant dans une unité de volume donné, il y a autant de charge plus que de charge moins. Voilà, donc globalement, voilà, s'il y a autant de charge plus que de charge moins, le champ électrique engendré par ces charges, quelque part, se compense. Hein. Voilà. Et donc, quand on est en régime continu, quand les courants sont des constantes, hein, le champ magnétique engendré est indépendant du temps, est aussi une constante. Alors, ce champ magnétique n'est pas forcément uniforme. Alors, on va avoir besoin donc d'un outil avant de passer vraiment au champ magnétique. Alors, c'est la notion de ligne de champ. Bon, cette notion de ligne de champ, elle s'applique à n'importe quel champ. Alors, des champs, bon, on connaît les champs électriques, on connaît aussi les champs de force. On a parlé de champ de force. Bon, un champ, c'est quoi un champ de force? Un champ de vecteur? Un champ de vecteur, c'est tout simplement quelque chose, une application qui, à un point de l'espace, fait correspondre à un vecteur. Donc, en chaque point de l'espace, je peux tracer un vecteur. D'accord? Voilà. Et pour visualiser ce champ de force, on a quelquefois recours à des lignes de champ. Alors, ces lignes de champ, c'est quoi? Je vous mets la définition. Une ligne de champ, c'est une courbe. Alors, de l'espace, oui, parce que d'une manière générale, quand même, on vit dans un espace à 3 dimensions. Mais bon, je vous dessinerai des lignes de champ dans un plan. Hein. Mais enfin, bon, de manière générale, c'est dans l'espace. Donc, construite de telle sorte qu'en chacun de ces points, chacun des points de ligne de champ, la tangente à la ligne de champ soit collinaire au champ en ce point. Donc, collinaire au vecteur du champ en ce point. D'accord? Voilà. Alors, bon, ça peut exister. Hein. Donc, si on a une expression analytique du champ, si on a la fonction qui à m associe le vecteur en chaque point m, on peut trouver cette ligne de champ sous forme d'équation différentielle, etc. Bon, on va pas du tout aller faire ça. Alors, je vais faire un petit peu le dessin, pas dans le bon sens, dans le sens inverse. Je vais d'abord dessiner la ligne de champ et ensuite je dessinerai les vecteurs. Mais évidemment, normalement, c'est l'inverse. Hein. On se donne un champ, donc un ensemble de vecteurs, une infinité de vecteurs en chaque point, et puis on trace cette ligne de champ. Alors bon, moi je vais tracer des lignes de champ. Voilà. On peut tracer quelque chose comme ça. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, donc en chaque point, hein, ici, voilà, en chaque point M, la tangente à cette ligne ici, elle est collinaire au champ en ce point. Voilà. Donc le champ en ce point, je l'appelle M1. Ça, c'est B de M1. Voilà. Et puis ici, en ce point M2, ça, c'est B de M2. Voilà. Donc cette ligne est OK. Et puis ici, par exemple, voilà. Ici, c'est M3. Et ici, j'ai B de M3. Hein. D'une manière générale, voilà. Voilà, je trace cette courbe de manière à ce qu'en chacun de ces points, elle soit donc... sa tangente soit collinaire au champ, au point de la courbe en question. Donc voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, alors, ça permet de connaître. Si j'ai les lignes de champ, je prends un point de la ligne de champ. Bon, il y en a plusieurs en général. Hein, on cartographie en quelque sorte le champ avec des lignes de champ. Si je me mets en un point ici, hein, par exemple, ça veut dire que si j'ai ce point-là, la tangente à la ligne de champ, je l'imagine. Donc ça veut dire que j'ai la direction du champ. D'accord? Si j'ai un ensemble de lignes de champ, j'ai la direction du champ à chaque point. Est-ce que j'ai le sens? Alors non, mais on va arranger ça. En fait, on oriente les lignes de champ hein, pour que justement on puisse en déduire la direction du champ. Voilà. Donc ici, en l'occurrence, elles vont être orientées comme ça. Donc à ce moment-là, j'ai la direction du champ. La seule chose que je n'ai pas, c'est la norme du champ.
Hein, parce que, évidemment, la norme, elle peut être... Bon, évidemment, je ne peux pas l'avoir avec les lignes de champ. Ces lignes de champ, elles sont assez bien organisées dans l'espace parce qu'elles ne peuvent pas se croiser. Donc ça voudrait dire qu'en un point, il y a deux vecteurs possibles, sauf si à ce moment-là, le champ est nul. Mais des points où le champ est nul, enfin en particulier sur les champs magnétiques électriques, sont rares voilà, donc il y a très très peu de points où ça peut arriver, d'accord. Donc globalement, donc ces lignes ne se croisent pas. Voilà, donc ça va donner voilà, quelque chose qui va être très lisible pour lire le champ, le champ de